La présentation suivante est prévue avec le Dr Ramsey Nassir, qui est pédiatre, qui travaille à Londres et dans le travail l'a mené au Moyen-Orient en particulier. Et cette présentation, si c'est bien celle-ci, voilà. Donc Ramsey Nassir a la parole. Neurodéveloppement, retard de neurodéveloppement dans les situations d'urgence humanitaire. Merci, mesdames et messieurs. Donc, je voulais parler des enfants atteints de retard de neurodéveloppement dans les situations d'urgence humanitaire. C'est en collaboration avec des collègues, Marlene Goodfriend, Harriet Roquevin, qui vient du bureau hollandais, et Daniel Garcia de Barcelone. Avant de commencer, je voulais vous dire quelques mots sur mon travail et comment j'ai décidé de participer à cette conférence avec un sujet qui est un petit peu en marge par rapport à ce que l'on a entendu jusqu'à présent. Et je m'occupe d'enfants qui présentent des retards de développement. Donc, ça inclut le diagnostic, la prise en charge et le traitement. Et je supervise donc les soins à ces enfants. Au départ, je viens de Palestine et quand j'étais petit, ma famille a été obligée d'émigrer vers la Jordanie. Bon, ça n'était pas aussi grave qu'actuellement pour les réfugiés, mais c'est quand même un événement qui a transformé mon existence. J'ai donc grandi en Jordanie et ensuite, je me suis installée aux États-Unis pour poursuivre mes études de médecine en me spécialisant à l'hôpital pour enfants de Boston dans le développement des enfants en pédiatrie, le développement neurologique des enfants. Et puis, petit à petit, je reviens vers l'Est. Je travaille maintenant à Londres, mais je continue à me rendre régulièrement au Moyen-Orient pour y travailler, surtout en Jordanie, où j'ai encore beaucoup de familles. Et donc, et ici, on dit que le bonheur, c'est de revenir à la maison après un long voyage. Eh bien, pour moi, ça a toujours été important, effectivement, de rentrer chez moi voir ma famille. Et vous avez une photo, scène idyllique, le soir. Bon, c'est peut-être un peu trop beau, mais enfin, dans la réalité, en Jordanie et de manière générale au Moyen-Orient ou dans le monde arabe, actuellement, la réalité est marquée par beaucoup de tristesse. Et à chaque fois que j'y retourne ou quand j'écoute les nouvelles, je me rends compte de la souffrance qui existe dans ces pays et qui s'aggrave de jour en jour. Et en tant que pédiatre spécialisé dans le développement neurologique des enfants et troubles de neurodéveloppement, je m'inquiète surtout des enfants qui présentent une forme de handicap. Et je m'inquiète de leur vie dans ces crises humanitaires très graves qui touchent depuis plusieurs années cette région du monde. Qui sont ces enfants, déjà? Les enfants présentant des troubles du développement neurologique, en gros, c'est 10 à 20 des enfants, quel que soit ce trouble. Et c'est une estimation qui vient des pays occidentaux. Et c'est difficile de trouver des statistiques plus précises dans le monde en développement, pour des raisons dont on peut discuter. Mais en tout cas, il s'agit de troubles de la communication, de l'autisme, des retards intellectuels, des difficultés d'apprentissage, problèmes moteurs. C'est donc, de manière générale, des retards de développement dans la parole et dans les capacités motrices, cognitives et sociales. Et comme nous l'avons déjà un petit peu dit au cours de la conférence, il existe plusieurs causes à ces troubles. Des choses que vous voyez vous souvent, la malnutrition, l'asphyxie au moment de la naissance, de mauvais soins après la naissance, jusqu'à des facteurs plus subtils tels que les troubles génétiques, par exemple.
Et ce qu'il est important de savoir par ailleurs, quand on doit s'occuper de ses enfants, et c'est ce que je fais au quotidien dans le cadre de mon travail, c'est qu'il est nécessaire de leur apporter ce dont ils ont besoin. Et il y a des choses assez basiques. Un environnement qui les protège, sécuriser, assurer leur santé physique, une bonne alimentation et en plus une intervention développementale. Et beaucoup de ces interventions, eh bien, sont liées essentiellement à la formation des parents, qu'ils apprennent à aider leurs enfants. Il y a aussi beaucoup de thérapies qui existent. Et ces thérapies sont relativement bien développées dans les pays à ressources élevées. Elles ont fait la preuve de leur efficacité pour ce qui est de l'avenir de ces enfants. Et ce qui est important aussi, c'est le moment où ces thérapies sont administrées. L'importance du temps, de nouveau, et de l'intervention précoce. Dans les 3 premières années à 5 premières années de la vie, c'est là que les interventions peuvent avoir un impact énorme sur le développement général cognitif de l'enfant au cours du reste de son existence. Et ce graphique vous montre de manière très éloquente que si vous regardez surtout à gauche, vous avez les premiers mois de la vie, les premières années de la vie et les interventions les plus efficaces avec le moins d'efforts, eh bien, c'est celles qui interviennent dans les 3 à 5 premières années de la vie. Et ça a été démontré par de nombreuses études qui indiquent que ça réduit la morbidité, que cela réduit le stress sur la famille et la communauté et le coût aussi, la charge financière. Chaque dollar dépensé dans des services de la petite enfance vous font économiser 8 dollars plus tard. C'est issu d'une étude aux États-Unis. Bon, il me reste 4 minutes apparemment, dit-il. Et par ailleurs, ce qui est très important, ce sont les implications sur la personne elle-même. Car une intervention opportune peut vraiment faire la différence entre l'autisme chez un enfant qui restera autiste ou qui apprendra à parler. Imaginez qu'un enfant puisse prononcer quelques mots pour exprimer un besoin par rapport à l'incapacité totale à s'exprimer à 20, 30, 40 ans. De la même manière, pouvoir aller soi-même aux toilettes sans être accompagné. Donc les implications sont énormes lorsque l'on arrive à intervenir tôt. Le problème, pour moi, c'est que se passe-t-il dans ces situations d'urgence humanitaire pour ces enfants? Et c'est là que je citerai l'exemple de la tempête qui résulte d'une combinaison de facteurs qui viennent se combiner. Tout ce qui est néfaste vient se combiner dans ces situations d'urgence humanitaire. Tout ce qu'il y a de pire, tout ce dont les enfants ont besoin pour leur développement, sécurité, soutien, disponibilité des parents, disponibilité de professionnels pour intervenir, tout cela est perturbé. Ça n'est plus accessible. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que la communauté humanitaire, est-ce qu'elle peut trouver une solution à ce problème? Il y a des idées sur la manière d'essayer de résoudre ce problème. Comment, par exemple, appliquer ce qui se passe dans les pays à ressources élevées dans un contexte où il y a moins de ressources. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a dites qui s'appliquent ici aussi. Déjà, identifier les enfants concernés aussi. Et puis, les interventions, il faut qu'elles soient faisables du point de vue pratique, à faible coût, qu'elles n'aient pas forcément besoin de spécialistes et qu'elles aient un fort rendement, si vous voulez. Et malheureusement, à l'époque actuelle, il existe plusieurs modèles en cours de développement dans le monde et qui visent à transférer certaines des connaissances acquises dans les environnements à ressources élevées, parfois par le biais de l'OMS, parfois sous la houlette d'autres organisations, pour les adapter dans des contextes à moindre ressources. Les principes sont assez simples et je vous montre un seul exemple ici d'un outil de dépistage, par exemple. Vous êtes avec le parent lors d'une consultation avec le personnel médical, l'infirmière. Et le professionnel va vous demander aux parents
comment se passe la parole, l'apprentissage de la parole, de la marche avec votre enfant pour identifier des problèmes à ce stade. Ensuite, vous avez un niveau de discussion supérieur qui se traduit par les questions suivantes. Est-ce que ces interventions peuvent être intégrées dans un contexte MSF? Et il faut bien savoir que le développement, il n'attend pas. Vous avez ce créneau entre 0 et 5 ans chez l'enfant. Et si vous avez la malchance de rater ce créneau en raison d'une crise humanitaire, eh bien, ça ne serait pas juste de faire perdre cette opportunité à l'enfant. Alors, est-ce que l'on peut identifier ces enfants dans un contexte MSF? Est-ce que l'on peut peut-être mener une étude pilote, dépistage? Est-ce que l'on peut trouver des ressources pour intervenir, même si ça veut dire peut-être collaborer davantage avec d'autres organismes qui s'occupent peut-être d'éducation, d'intervention précoce? Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'en tant que fournisseur de services pédiatriques, notre vision est à long terme pour ce qui est de la santé des enfants, sur toute leur vie. Et cette image d'une famille heureuse, il s'agit d'une famille de réfugiés syriens ici, qui est parue dans un journal au Royaume-Uni. Eh bien, cette image montre comme ils ont l'air heureux. Et pour moi, en tant que pédiatre, surtout sur les questions développementales, eh bien, ça doit illustrer la vision à long terme et des équipes qui travaillent avec nous pour ces enfants. C'est notre objectif, donc, cette famille heureuse. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions. Alors, si vous me le permettez, je vais poser la première question. Il y a toujours eu, dans les situations d'urgence humanitaire, ce dilemme, parce qu'il faut d'abord, il faut intervenir, et s'il faut établir un diagnostic de ce qu'on ne peut pas traiter, eh bien, ce n'est pas évident. C'est un problème moral. Est-ce qu'avec MSF, parfois, les interventions peuvent avoir lieu si on identifie déjà le problème? Bon, il faut faire la différence entre le traitement et la cure. Souvent, ces troubles sont plus ou moins chroniques, mais on peut faire quand même beaucoup de choses pour faire une différence réelle dans la vie des enfants. Des choses aussi simples que d'aider un enfant à apprendre à aller aux toilettes tout seul. Imaginez un peu les conséquences positives de cet apprentissage. Et pour ce qui est de la vie de la famille tout entière. Mais de manière générale, pour ce qui est des troubles de la communication, il existe déjà des protocoles bien connus à l'Ouest sur le traitement que doivent recevoir ces enfants. Et actuellement, je crois qu'il existe au moins 2 modèles qui font l'objet de pilotes dans les pays en développement, un par l'OMS, d'ailleurs, dont le but est de permettre des interventions dans des contextes à faibles ressources. Et il passe en priorité par les parents, et en particulier les mères, que l'on utilise pour le traitement des enfants. Et donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de passer d'un contexte avec peu de ressources, mais sûr, vers un contexte d'urgence humanitaire. Je ne pense pas que ce soit un écart trop important quand même. On peut faire le transfert et ça ne coûte pas trop cher parce que quand vous avez des travailleurs de la santé dans ce genre de contexte, vous avez les parents, même s'il n'y a pas de technologie. Donc, le potentiel de réussite, d'efficacité est énorme, je crois. Je suis désolée, mais il va falloir poursuivre la discussion demain parce que déjà, on me tape sur les doigts.